matière de physiologie et physiopathologie pardon, de la douleur. Bon, bien sûr, je vais faire quelques des petits spots comme ça. Hein. Je peux pas, en 20 minutes, il n'est pas possible d'aborder tous les sujets. Bien sûr, et donc, je vais mettre en exergue un petit peu certaines nouveautés qui peuvent avoir un intérêt clinique dans le domaine de la douleur, et notamment dans le domaine de la douleur aiguë, puisque effectivement c'est plutôt dans ce domaine-là que vous pratiquez. Néanmoins, bien sûr, beaucoup d'anesthésistes s'intéressent aussi à la douleur chronique, et bien sûr, je vais en parler. Donc le continuum de la douleur, vous connaissez tout ça, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Douleur symptômes, douleur maladie. Mais en matière de physiopathologie, c'est extrêmement important, sur le plan clinique aussi, mais en matière de physiopathologie, en fait, il n'y a pas de continuum. La physiopathologie, les mécanismes des douleurs aiguës n'ont pas grand-chose à voir en réalité avec les mécanismes de la douleur chronique. Et bon, on le sait, hein, mais toutes les données les plus récentes confirment et reconfirment qu'on est dans un domaine totalement différent, qui n'a rien à voir, et ce qui permet bien sûr de comprendre que les traitements qu'on utilise dans ces deux situations cliniques sont totalement différents. Alors, je vais suivre un petit peu l'organisation générale du système hein, que vous connaissez. Vous avez appris ça à la maternelle. Donc, parce qu'il y a eu des progrès un petit peu à chacun des niveaux, et je vais essayer de mettre en exergue certains d'entre eux, et avec leurs possibles applications cliniques. Alors, on va d'abord parler des mécanismes très périphériques, hein, avec les fameux systèmes de transduction. Donc, c'est comment un stimulus thermique, mécanique, une piqûre, une brûlure, peut être transformé en impulsion électrique. Hein. Donc, ça, c'est vraiment la genèse hein, du message nociceptif. Ensuite, bien sûr, la transmission et jusqu'à la sensation, perception. Et puis surtout, je vais insister beaucoup sur les mécanismes de modulation dont le rôle est connu depuis très longtemps, mais dont l'importance est toujours soulignée par les travaux les plus récents. Alors, les récepteurs périphériques, vous connaissez tous, hein, les fameuses fibres A delta et C qui véhiculent les messages nociceptifs, à l'inverse des fibres de gros diamètre A bêta qui, elles, sont plutôt impliquées dans la transmission des messages non nociceptifs. Mais cette vision un peu simpliste, hein, elle a beaucoup évolué. Hein. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on pourrait passer tout un topo là-dessus. Et ceux qui s'intéressent, il y a des dizaines de revues très bien faites sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de types de fibres A delta et C, et beaucoup de types de fibres A bêta, qu'on peut caractériser de façon extrêmement précise avec des marqueurs moléculaires. Et voilà, on peut aller beaucoup plus loin hein, dans la sous-classification de ces fibres. Bien sûr, on peut garder cette catégorisation un peu simpliste à delta et C, mais en réalité, sachez que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et chacun de ces sous-groupes de fibres a vraiment une fonction hein, tout à fait différente. Alors, je ne vais pas insister trop parce que pour l'instant, il n'y a pas d'application clinique de tout ça, mais ça pourrait venir hein, dans les prochaines années en matière de diagnostic ou aussi en matière de traitement. Alors, là où les progrès ont été vraiment les plus importants au cours des 20 dernières années, 30 dernières années, on va dire, pour faire large, c'est dans ce qu'on appelle le mécanisme de transduction. Hein, c'est vraiment la genèse des mécanismes, des messages nociceptifs hein, à la périphérie. Et pendant très longtemps, ces mécanismes étaient assez mystérieux. Et les choses ont complètement évolué à partir des années 90, où on a commencé à identifier ces fameux récepteurs localisés sur les fibres C, hein, ces nocicepteurs. Et on a pu caractériser, cloner, identifier ces récepteurs qui sont en réalité des canaux ioniques qui sont impliqués dans la détection de chacune des stimulations nocives, hein, que ce soit thermique, mécanique, chimique. Et ça, c'était un progrès quand même tout à fait considérable. Avec bien sûr la première identification de ce type de récepteur, c'était le récepteur qu'on appelait VR1 à l'époque, il s'appelle TRPV1 maintenant, donc ça date de la fin des années 90, récepteur de la capsaïcine, c'est comme ça qu'on l'a identifié, mais aussi récepteur de la chaleur, et ça a été vraiment quelque chose de tout à fait novateur. Et puis on sait aujourd'hui que cette famille des récepteurs TRP, elle est très vaste. Ils sont exprimés sur de toutes les fibres sensorielles, en particulier en ce qui concerne les nocicepteurs. Vous voyez comme c'est représenté ici, on peut avoir une mosaïque hein, de récepteurs TRP qui vont être capables de détecter la chaleur à différentes températures, le froid à différentes températures, les stimulations mécaniques, etc. Et qui sont donc localisés sur les mêmes fibres, ce qui explique donc le caractère polymodal hein, des fibres nocicepteurs
nociceptive en général. Donc la famille des récepteurs TRPT, elle est très vaste, hein, il y a plus de 20 récepteurs avec chacune des caractéristiques physiologiques hein, en termes de réponse, de seuil d'activation, etc. et qui ont vraiment un rôle physiologique tout à fait clair et bien identifié. Et ça, on a cristallisé ces récepteurs, on les connaît par cœur. Et tout ça a donné lieu au prix Nobel. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 3 ans, donc en 2021, le prix Nobel de médecine, physiologie de médecine, a été donné à ces deux chercheurs, David Julius et Ardem Patapoutian, qui ont joué un rôle majeur hein, dans la découverte, dans la caractérisation de ces récepteurs. Donc pour vous dire que voilà, même quand on travaille dans la douleur, on peut avoir un prix Nobel. Alors par contre, en termes d'application clinique, c'est ce qui vous intéresse au premier chef. Il n'y a pas eu grand-chose pour l'instant. Et on reste sur cette fameuse capsaïcine hein, qui n'a pas du tout été découverte à la suite hein, de ces avancées scientifiques. Les patchs de capsaïcine, la capsaïcine est connue depuis très longtemps, mais les patchs sont relativement plus récents, mais c'est surtout utilisé en douleur chronique, hein, comme vous le savez. Bon, ça a un intérêt, mais ce n'est pas une révolution, on va dire, thérapeutique. Hein. On s'en sert tous les jours, bien sûr. Ça donne des résultats assez satisfaisants dans certaines douleurs neuropathiques. Alors après, bon, la transmission vers la moelle, donc les fibres à delta SC, on va dire pour faire simple. Là aussi, de très gros progrès, en matière de caractérisation, d'identification de ces sous-types de fibres. On a découvert que il y a plein de sous-types de fibres, donc l'utilisation, encore une fois, hein, des marqueurs physiologiques, des marqueurs moléculaires, ont permis d'identifier des tas de sous-types de fibres et reste à faire le lien entre ces sous-types de fibres et leur fonction physiologique ou physiopathologique. Et là, c'est l'objet de multiples travaux actuellement. Et on a beaucoup travaillé hein, sur les canaux ioniques, notamment les canaux sodiques que vous connaissez bien, et qui sont impliqués, qui jouent un rôle majeur dans la transmission des informations nociceptives. Et donc, c'est la caractérisation de ces sous-types de canaux sodiques qui sont exprimés dans tous les tissus, mais en particulier, certains sous-types sont particulièrement exprimés dans le système nerveux et au niveau des nocicepteurs. Vous avez sans doute entendu parler hein, de ces fameux sous-types de canaux NAV1.7, 1.8 et 1.3. Et bien sûr, ça a été des découvertes très importantes puisqu'on pouvait imaginer de fabriquer des antagonistes de ces récepteurs beaucoup plus spécifiques que les anesthésiques locaux que vous utilisez tous les jours et qui pourraient avoir un effet analgésique dépourvu des effets indésirables bien connus des anesthésiques locaux. Alors, il y a des nouveautés dans ce domaine. Je pense que vous avez peut-être suivi, mais je vais en redire un mot. Alors, juste quand même pour rappeler que le rôle des canaux NAV1.7 a été bien démontré avec la génétique, hein, puisqu'il y a des mutations génétiques très précises concernant le gène SCN9A qui code pour ce canal NAV1.7. Et donc des mutations de ce gène peuvent entraîner, qui est donc une mutation monogénique, hein, qui peuvent entraîner des syndromes cliniques extrêmement caractéristiques, des syndromes douloureux, très connus, comme la érythromélalgie, avec des paroxysmes douloureux ou les douleurs viscérales extrêmes. Et ces pathologies sont liées uniquement à une mutation extrêmement précise sur ce gène, donc qui entraîne des gains de fonction de ce fameux canal NAV1.7, donc une augmentation de son activité. À l'inverse, d'autres mutations qui se caractérisent par une perte de fonction de ce canal peuvent entraîner des analgésies congénitales. Il y a beaucoup de causes hein, d'analgésie congénitale, mais une d'entre elles, c'est des mutations concernant ce canal. Donc on a vraiment démontré l'importance de ce canal NAV1.7 pour la nociception. En matière de thérapeutique, alors on a montré aussi qu'il était des mutations étaient présentes dans certaines pathologies de douleurs neuropathiques, par exemple les douleurs neuropathiques associées à la polyneuropathie diabétique, avec des mutations spécifiques de ce canal chez certains patients, jusqu'à 10% des patients qui présentent des douleurs. Donc on peut imaginer à partir de là une approche beaucoup plus dans le cadre de ce qu'on appelle la médecine de précision hein, puisqu'on pourrait identifier des mutations de ce canal pour aller donner de façon beaucoup plus précise un traitement inhibiteur de ce canal chez ces sous-populations de patients identifiés génétiquement. Et c'est ce qui a été fait dans certaines études.
Je donne là un exemple avec cette molécule qui est un antagoniste de ces récepteurs NaV1.7 et qui avait été testé chez patients présentant des douleurs chroniques, hein, c'était des douleurs post-ostériennes, et on avait montré que de façon générale le produit était inefficace. En revanche, il est sur la population, mais en revanche il était efficace uniquement chez les patients présentant cette mutation du canal NaV1.7. Donc on peut imaginer, ce qui paraissait complètement utopique il y a encore 10 ans, qu'on utilise des marqueurs génétiques pour mieux adapter les traitements dans le futur, et peut-être dans un futur pas si lointain. Alors, il y a ce qui vous intéressera peut-être davantage, c'est l'histoire qui est récente, hein, qui date d'il y a à peu près un an. Donc cette fois-ci, ce n'est pas le NaV1.7, c'est un inhibiteur de NaV1.8, donc un autre, le petit frère du NaV1.7, mais qui joue aussi un rôle important dans la transmission des informations nociceptives. Et donc cette étude qui est parue dans le New England il y a un an, dans la douleur post-opératoire, chez des populations de patients assez larges, après abdominoplastie ou bunionectomie, et des patients qui avaient ce traitement contre placebo sur 48 heures, avec un effet significatif, bon, pas monumental l'effet, hein, mais quand même un effet significatif par rapport au placebo dans les deux groupes et sur la durée de l'étude qui était de 48 heures. Donc voilà, un espoir avec pour la première fois quand même une nouvelle classe thérapeutique, hein, vraiment nouvelle pour le coup, qui pour la première fois démontre une efficacité en clinique, pour l'instant dans le cas des douleurs aiguës, et des études avec ce même produit qui a été synthétisé par les laboratoires Vertex, est en cours dans les douleurs chroniques neuropathiques. Donc on a un espoir, après de nombreux échecs, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont échoué dans ce domaine, et là pour la première fois il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, ensuite, les messages arrivent dans la moelle. Hein. Vous connaissez cette organisation classique. Et bien là aussi, hein, c'est des schémas qu'on retrouve dans les textbooks. C'est plus compliqué que ça. Avec les différents sous-types de fibres se projettent de façon très précise, etc. Et là encore, cette organisation-là est très importante sur le plan physiologique, mais la désorganisation est probablement très importante sur le plan physiopathologique. Ça reste du domaine de la recherche, donc je ne vais pas insister, mais sachez que voilà, on a vraiment maintenant des outils moléculaires qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de l'organisation anatomique, hein, des fibres, par exemple, dans la moelle épinière. Alors là, le mécanisme qui est le plus connu et que vous connaissez tous, c'est la sensibilisation centrale qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc c'est ce phénomène d'hyperexcitabilité durable des neurones nociceptifs dans la moelle épinière, qui sont localisés, comme vous en souvenez, plutôt dans la corne postérieure et plutôt dans les couches superficielles de la corne postérieure. Et donc, après des lésions périphériques, que ce soit des lésions d'ailleurs neuropathiques ou des lésions inflammatoires, eh bien, dans certains cas, on va voir apparaître cette hyperexcitabilité de longue durée qui est à l'origine de phénomènes cliniques bien connus que sont les phénomènes d'hyperalgésie, d'allodynie, mais également, bien sûr, la douleur spontanée. Alors, cette sensibilisation centrale, il y aura un topo spécifiquement là-dessus, pour ceux que ça intéresserait vraiment en fin de semaine, enfin vendredi. Donc j'y reviendrai, mais là je vais juste passer très vite. Mais ce phénomène-là, qui a fait l'objet de milliers de travaux, est bien connu. On sait que dans les conditions physiologiques, le glutamate joue un rôle important dans la transmission entre les fibres afférentes primaires et les neurones spinaux. Dans les conditions pathologiques, on a une augmentation d'activité des fibres C qui peut être liée à différents mécanismes sur lesquels je vais revenir. Et cette fois-ci, on a une très forte augmentation de l'activité, de la libération de glutamate, mais pas seulement, également de beaucoup d'autres peptides, neurotrophines, etc., qui vont aboutir à l'activation du fameux récepteur NMDA que vous connaissez par cœur. Et là où on a fait beaucoup de progrès, c'est qu'on sait que le récepteur NMDA n'est pas le seul, loin de là, impliqué dans la sensibilisation centrale. Il y a un tas d'autres récepteurs qui sont impliqués. J'y reviendrai plus en détail vendredi. Et ça explique quand même pourquoi la kétamine, qui n'est pas le meilleur antagoniste du monde, qui est assez non spécifique, mais néanmoins, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Ça peut être utile, ça peut avoir un intérêt, mais ça ne marche pas à tous les coups. Quand on voit ce type de figure, on comprend que en bloquant juste le NMDA, ce n'est pas forcément suffisant. Alors, quels sont les mécanismes qui vont aboutir à cette sensibilisation centrale ? Vous êtes confronté à ça tous les jours, hein, puisque c'est effectivement après une lésion périphérique, donc quelle que soit sa nature, mais notamment chirurgicale, on a les mécanismes inflammatoires qui se mettent en place à la périphérie, qui vont entraîner une sensibilisation périphérique des fibres, avec la libération dans le milieu d'un certain nombre de substances algogènes que vous connaissez bien, les encéphalines,
toutes la sérotonine, l'histamine, l'NGF, etc., les bradykinines et autres, qui se fixent sur des récepteurs spécifiques qui vont entraîner une sensibilisation ou une activation directe des fibres nociceptives. Donc là, c'est la douleur, un des mécanismes majeurs de la douleur inflammatoire. Et donc, on a cette sensibilisation des récepteurs périphériques qui entraîne une hyperactivation des nocicepteurs, ces fameuses douleurs inflammatoires dites par excès de nociception, mais il y en a aussi des modifications centrales. Et ça, c'est très important de le rappeler systématiquement. Il y a des modifications centrales qui se mettent en place très rapidement, y compris dans les douleurs inflammatoires, pas seulement dans les douleurs neuropathiques. Et donc, cette activation tonique des nocicepteurs liée à l'inflammation va entraîner les fameux phénomènes de sensibilisation centrale, hein, avec la libération de glutamate, de substances P, de BDNF, etc., un tas de molécules que je montrais tout à l'heure, activation de certains récepteurs, des modifications intracellulaires majeures des propriétés des neurones nociceptifs qui vont aboutir à cette fameuse hyperexcitabilité durable et donc cette sensibilisation centrale. Donc ça, ce sont des mécanismes qui sont connus depuis longtemps, mais sur lesquels on progresse régulièrement. Pour les douleurs neuropathiques, il n'y a pas d'inflammation au stade chronique en général, donc c'est plutôt d'autres mécanismes qui sont à l'origine de l'hyperactivité des fibres périphériques, notamment ce qu'on appelle les décharges ectopiques, donc des décharges anormales, hein, des potentiels d'action anormaux qui vont prendre naissance au niveau de la lésion et qui vont entraîner aussi une augmentation de l'activité des neurones nociceptifs durables, hein, dans le cadre de la sensibilisation centrale. Et les progrès qui sont plus très récents, mais ça progresse, il y a toujours des travaux extrêmement importants dans ce domaine, c'est qu'on sait aujourd'hui que cette sensibilisation centrale, elle ne dépend pas uniquement du NMDA et des molécules que j'ai mentionnées tout à l'heure, neuropeptides, neurotrophines, etc., mais que la glie, hein, notamment la microglie, joue un rôle majeur dans le développement de cette sensibilisation centrale. Bon, je reviendrai là-dessus plus en détail vendredi, avec les applications cliniques, hein, qui sont non négligeables. Et ça permet de comprendre pourquoi, sur le plan pharmacologique, quand on bloque un récepteur ou deux récepteurs, ça ne marche pas forcément. Il faut aller beaucoup plus loin dans la caractérisation des mécanismes chez un patient donné. Donc, si on résume, la sensibilisation centrale, on a les mécanismes inflammatoires, les mécanismes neuropathiques qui sont différents à la périphérie, mais au niveau central, on a des liens, on a des similitudes, puisque les deux types de mécanismes périphériques vont aboutir à ces modifications centrales de longue durée, ce qui explique que dans les douleurs chroniques, notamment les douleurs post-opératoires chroniques, on peut traiter ces patients avec les mêmes traitements que ceux qu'on donne dans les autres douleurs chroniques, notamment antidépresseurs, antiépileptiques, etc. Donc le deuxième grand mécanisme qui a fait l'objet de dizaines de milliers de travaux, c'est la modulation de la douleur. Vous savez tous qu'il existe donc des systèmes segmentaires et des systèmes descendants. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce schéma, qui est sans doute le schéma le plus célèbre dans le domaine de la douleur, cette fameuse théorie du portillon, qui avait été proposée donc en 1965, ça ne nous rajeunit pas. À savoir qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Le schéma était très sympathique, le schéma de Mezack-Wall. En réalité, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on a une bien meilleure connaissance de l'organisation des terminaisons dans la corne postérieure de la moelle. On voit qu'on est assez loin du modèle à 2 neurones, mais néanmoins, le concept, l'idée reste valide, même si les détails ont évolué. Alors, comme vous le savez, ces travaux ont donné lieu à des applications cliniques immédiates, la TENS, la simulation transcutanée ou les simulations médulaires. Et puis, très, très rapidement après, il y a découvert des contrôles descendants, dès 1969, avec des stimulations électriques de certaines régions du cerveau, comme la substance grise périaqueducale, la mise en évidence du rôle du RAFE, etc. Ça, c'était des travaux très, très importants, qui ont montré qu'il existait de multiples systèmes de modulation de la douleur, qui partaient du cerveau, qui allaient dans le tronc cérébral, qui redescendaient à la moelle, etc. Donc ça, qui impliquait la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, etc. Et puis qui ont donné lieu aussi à des applications cliniques qui sont moins utilisées dans le domaine de la douleur aiguë, post-opératoire, mais qui ont un intérêt. Donc on a d'abord utilisé des stimulations profondes, c'était un peu trop invasif. On est passé à des stimulations moins invasives du cortex moteur par des électrodes implantées. Et puis aujourd'hui, on se développe des approches non invasives, comme la RTMS et la TDCS, qui connaissent un fort développement dans le traitement des douleurs chroniques. Il y a peu de données, mais ça pourrait être intéressant aussi pour la douleur aiguë. Il y a quelques informations là-dessus qui suggèrent que ça pourrait être aussi intéressant pour prévenir des douleurs aiguës. Alors, un des systèmes les plus connus, c'est le système des contrôles inhibiteurs diffus induits par stimulation nociceptive. C'est l'interaction de deux douleurs entre elles, qui avait été décrite par Le Bars il y a très très longtemps. Et puis, confirmé chez l'homme par le Villers. Et puis on sait que c'est une boucle d'interaction qui met en jeu des structures supraspinales pour inhiber l'activité neuronale. Alors ça, c'est un phénomène qui est
connu et classique, hein, que vous connaissez tous, inhibition d'une douleur par une autre douleur plus forte. Et ça a donné lieu à des tests cliniques qu'on appelle CPM, Condition Pain Modulation. Et donc, on a montré que dans certaines situations cliniques, chronique, par exemple la fibromyalgie, eh bien, ce phénomène d'inhibition d'une douleur par une autre douleur était inhibé, était diminué. Et donc ça suggérait que des contrôles inhibiteurs descendants étaient altérés chez ces patients et jouaient probablement un rôle dans la physiopathologie de ces douleurs chroniques. Donc ça a été confirmé par des dizaines d'études dans la fibromyalgie, mais dans plein d'autres situations cliniques de douleurs chroniques. On parle maintenant de ce phénomène de sensibilisation centrale avec un mécanisme universel qui permettrait de rendre compte de douleurs associées à un tas de syndromes, hein, la fibromyalgie, la cystite interstitielle, les douleurs de l'ATM, de l'articulation temporomandibulaire, certaines migraines, etc. Donc un concept assez universel. Et pour la douleur post-opératoire qui vous intéresse, il y a plusieurs études, j'ai choisi celle-là parce que c'était la première, qui suggèrent que des altérations des contrôles modulateurs qu'on peut mesurer par un test très simple, hein, en mesurant cet effet inhibiteur d'une douleur par une autre douleur, très facilement mesurable en clinique, eh bien, avaient un rôle prédictif, alors pas monumental, mais quand même un rôle prédictif du développement de douleurs chroniques, hein, plusieurs mois après l'intervention. Donc ça veut dire que des altérations préalables à l'intervention, hein, de ces contrôles descendants pouvaient être prédicteurs du développement de douleurs chroniques post-opératoires. Donc ça, c'est intéressant. Après, le dernier domaine que je vais aborder en 3 minutes, c'est le domaine supraspinal. C'est vraiment comment l'information arrive au niveau du cerveau. Alors, vous connaissez tous ce type de schéma dans lequel on vous explique qu'il n'y a pas une structure cérébrale qui est impliquée dans la douleur, mais de nombreuses régions cérébrales qui sont impliquées probablement dans les différentes composantes de la douleur, la composante sensorie discriminative, la composante émotionnelle, la composante cognitive, etc. Donc, tout ça est connu depuis longtemps. Mais là, les données d'imagerie fonctionnelle ont confirmé tout ça. On montrait qu'on peut activer différentes régions cérébrales qui sont impliquées dans l'aspect sensoriel discriminatif, émotionnel, cognitif de la douleur avec l'imagerie fonctionnelle, que ce soit l'IRMF ou le PET scan, depuis très longtemps. Ça, c'est des vieux travaux. Et il y a cette étude relativement récente, qui a comme une dizaine d'années, qui suggérait qu'on peut avoir des marqueurs cérébraux de douleur et on peut prédire la douleur en regardant uniquement l'IRM cérébral, l'IRM fonctionnel de sujets sains, en l'occurrence. Et on peut prédire s'ils avaient mal ou pas. Donc ça, c'était un papier qui a fait un peu de bruit, pas mal de bruit quand il est sorti, avec une spécificité de plus de 92%, en regardant juste les images. Donc on peut voir si le sujet a mal ou pas. Et donc une espèce de signature cérébrale de la douleur. Bon, ça c'est intéressant en théorie, mais pour appliquer ça en clinique, c'est un peu compliqué. En revanche, on a aussi des données cliniques, et là, je vais terminer là-dessus, mais je pense que ça peut complètement bouleverser notre façon d'aborder la prise en charge des patients, avec des études comme celle-là qui montrent que la connectivité corticale entre les différentes régions cérébrales, on savait que ça jouait un rôle important, mais on n'avait pas les moyens de l'analyser de façon précise. Aujourd'hui, grâce à certaines techniques d'imagerie fonctionnelle et surtout à des techniques d'électroencéphalographie, on peut analyser de façon très fine la connectivité entre différentes régions cérébrales. Et par exemple, ce travail-là de l'équipe de Vania Apkarian aux États-Unis, qui avait montré que l'évolution de la passage de la douleur aiguë post-opératoire à la douleur chronique chez les patients qui étaient opérés du rachis pouvait être prédite par des modifications structurelles dans le système mésolimbique. Le système mésolimbique, c'est le système de récompense du cerveau qui implique donc notamment le noyau accumbens et l'insula. Et donc, en regardant les images, simplement, on pouvait prédire le risque de développement de douleurs chroniques chez les patients. On a également démontré avec d'autres, ça a été confirmé dans d'autres études, la modification de la connectivité. Donc ça reste des données qui sont assez difficiles à utiliser en clinique. Bien entendu, on ne peut pas faire des IRM fonctionnels chez tous les patients. Mais Apkarian, si ça vous intéresse, c'est des papiers extrêmement intéressants qui montrent comment les liens entre douleur et addiction, parce que le rôle du système mésolimbique, donc système de récompense de la douleur, est très très impliqué là-dedans, et qui suggère que la douleur chronique en tous les cas, ça pourrait être une forme d'addiction du cerveau. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais lisez ces papiers-là, sont extrêmement intéressants. Je voulais juste terminer sur les données plus récentes, donc sur ce qu'on appelle le réseau de modes de fonctionnement en mode de défaut, et qui permet d'analyser l'activité globale du cerveau au repos.
Là, vous êtes un peu attentif, j'espère, mais si vous n'êtes pas attentif, votre cerveau il a une activité globale qu'on peut mesurer et qui permet d'avoir une idée de la connectivité entre les différentes aires cérébrales quand vous ne pensez pas à grand-chose, quand vous êtes juste au repos comme ça. Et on a bien montré que l'analyse de cette activité de repos, qu'on appelle mode de fonctionnement du réseau en repos, eh bien, pouvait être prédictive de développement de douleurs chroniques, notamment post-opératoires. Et alors ça, on peut l'analyser de façon relativement simple, et peut-être que ça viendra dans les blocs opératoires dans peut-être quelques années, en étudiant l'EEG. Alors, des enregistrements très courts de EEG permettent d'analyser la connectivité entre les aires cérébrales, et notamment ces réseaux de fonctionnement par défaut, et avec un rôle prédictif assez intéressant. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Donc pour vous dire que il y a beaucoup de travaux expérimentaux, on a fait beaucoup de progrès. Bon, je vous ai montré quelques applications cliniques. Il n'y a pas encore eu de révolution majeure. Les canaux ioniques, vous avez vu quand même l'histoire de ce fameux canal antagoniste du canal NaV1.8 qui, ça suit son cours de développement. Donc on verra, ça donnera peut-être des choses intéressantes. Et puis actuellement, on travaille beaucoup sur les marqueurs, les marqueurs cliniques, mais aussi des marqueurs biologiques, des biomarqueurs, pour essayer donc d'identifier des sous-groupes de patients et prédire des réponses thérapeutiques. Et c'est tout l'enjeu des recherches actuelles. Donc que ce soit pour prédire la douleur aiguë, post-opératoire par exemple, mais aussi bien sûr pour prédire le développement vers la douleur chronique. Voilà, je vous remercie de votre attention.